juste déjà vous recontextualiser un petit peu la ville d'Aix, et après je laisserai la parole à mon collègue Simon pour vous développer un petit peu plus ce qu'on a fait sur le parc Christine Bernard en termes d'écolabellisation. Donc Aix-en-Provence, donc, comme vous le savez, c'est une région, enfin ville du sud-est, à 25 km de Marseille. Donc Aix-en-Provence, c'est environ 150 000 habitants, 50 000 étudiants en turnover, on va dire, sur les 4 à 5 futures années. Donc Aix-en-Provence s'inscrit complètement en fait dans une démarche aujourd'hui d'écolabellisation et de gestion différenciée. Donc en fait, on a pris cette démarche de gestion différenciée à peu près en 2017, donc par le biais de la charte Zéro Phyto. En 2018, on a recréé une charte de l'arbre. Donc en fait, on a développé en fait ces deux gros sujets qui sont portés bien évidemment par notre maire et par nos élus. Donc aujourd'hui, on peut le dire, Aix-en-Provence, du coup, est vraiment inscrit et vraiment développe en fait ces pratiques de gestion différenciée et d'écolabellisation de ces sites. Donc le parc Christine Barnard en fait partie intégrante. Donc voilà, pardon. Voilà. Donc vous avez les chiffres du coup. Voilà, donc aujourd'hui, Aix-en-Provence, ça représente à peu près 400 hectares d'espace vert. Sur ces 400 hectares, il y en a 300 qui sont gérés, enfin une partie en régie et une autre partie en prestation déléguée. Donc voilà, donc c'est un territoire qui représente, qui est énorme, hein. C'est 186 km² au niveau de sa surface, donc on doit être la ville à peu près la troisième ville la plus grande de France en termes de surface. C'est 7 villages aussi en gestion, c'est 6 cimetières, dont un cimetière parc paysager de 14 hectares. Voilà, et puis après, je dirais que c'est aussi une grosse partie en fait d'externalisation au niveau de nos entreprises. Donc, il y a un partenariat avec des entreprises privées voilà, qui est dédié uniquement pour nos espaces. Et après, tout le reste des aménagements et tout le reste de l'entretien est fait en régie. Donc, la régie se concentre essentiellement sur ces parcs, essentiellement sur ces entrées de ville et ces ronds-points. Tout le reste en fait est externalisé par nos entreprises privées. Donc voilà, je vais laisser Simon vous présenter un peu plus en détail le parc Christine Bernard, parce qu'il est instigateur, je dirais, du développement de ce parc et du futurs aménagements. Bonjour à tous, je m'appelle Simon Mélingue et je suis paysagiste concepteur à la direction des espaces verts à la ville d'Aix-en-Provence. Je me permettrai juste de compléter le propos de Sébastien en mettant en exergue et en valeur la rivière de l'Arc qu'on peut voir sur cette carte au sud de la carte. L'Arc est un fleuve côtier sur la ville d'Aix-en-Provence avec 83 km. Aujourd'hui, le parc Christine Bernard se trouve le long de cette promenade de l'Arc, de ces bords de l'Arc, sur 2,2 hectares. Alors, le parc Christine Bernard, c'est une acquisition de la ville en 1976. À l'époque, c'était juste là une ripisylve. C'est toujours d'ailleurs une ripisylve, mais le parc était vraiment considéré comme l'Arc en tant que tel. Puis en 1976, la ville d'Aix-en-Provence a acquis ce terrain de 2,2 hectares environ. Et en 1977, elle l'a ouvert au public. C'est un parc qui profite pleinement d'un patrimoine arboré riche, avec plus de 230 arbres répartis sur plus de 15 espèces. C'est assez simple, puisqu'en fait aujourd'hui, la ville d'Aix-en-Provence utilise ce parc vraiment comme une promenade, comme un parc familial, mais sur laquelle on entretient avec le minimum d'intervention possible. Ce parc il est constitué d'une aire de jeu, d'un boulodrome, des espaces de pique-nique. Alors je fais exprès, c'est anecdotique, puisqu'il y a un boulodrome, une aire de jeu, c'est pas ce qui constitue vraiment l'essence même du parc. Mais je le mets en avant puisqu'en fait, il a fallu, quand on a écolabellisé ce parc, quand on s'est penché sur ce parc en disant il pourrait être le support d'un futur parc écolabellisé, on s'est vraiment posé la question des usages. Qu'est-ce qu'on fait d'un usage récréatif? Est-ce qu'il ne va pas à l'encontre des pratiques que nous impose le écolabel? Et aujourd'hui, c'est les vraies problématiques, c'est ce qui est au cœur du débat. Voilà, c'est un parc qui est au bord de l'Arc avec une plage, une ripisylve. Et cette année, on a installé un parc urbain à papillons dans le parc afin
d'implanter encore plus cette dynamique de biodiversité et d'en faire un réel support de biodiversité. À savoir que vous disiez que les cours d'école étaient végétalisés. Aujourd'hui, on en est à la 30e sur Aix-en-Provence. Je crois que c'est toutes les communes qui mettent ça en place. Mais nous, on sert vraiment du parc Christine Bernard comme un véritable vitrine de notre nouveau mode de gestion à l'échelle de la ville, puisque aujourd'hui, on essaie vraiment de sensibiliser les usagers et les administrés à ce que les espaces verts soient traités de manière différente aujourd'hui, avec des degrés différents en fonction de l'usage et de ce qu'on veut y faire. Donc ici, le parc Christine Bernard, c'est vraiment une promenade, un lieu de halte, et c'est ça, une halte au bord de l'Arc, au bord de la promenade de l'Arc, puisque la promenade de l'Arc est comme on le disait, sur la ville d'Aix-en-Provence, elle fait 15 km. Je fais exprès, en haut à gauche, on voit un nouveau cheminement inauguré en 2017 par Madame le maire et ses élus. Des espaces engazonnés tendus, ras, arrosés, des arbres qui viennent en plus planter le parc. Et en dessous, en 2023, le même espace, alors un petit peu plus loin, mais c'est le même espace, avec, on le voit ici, une végétation qui est plus spontanée, on va dire. Nos jardiniers et nos agents, aujourd'hui sur le parc Christine Bernard, ne tondent plus du tout les espaces engazonnés. Les espaces engazonnés ne sont plus du tout arrosés non plus, puisqu'on a des arrêtés préfectoraux aujourd'hui qui nous ont interdit d'arroser nos espaces verts du 15 juin jusqu'au 15 décembre. À savoir que la ville d'Aix-en-Provence, il pleut très peu. On a un climat qui est très capricieux, puisqu'on est exposé à un mistral important et à une sécheresse qui s'étend sur beaucoup de mois de l'année. Voilà, donc le parc Christine Bernard, il est entretenu différemment. En 2018, on a obtenu le label Éco-Jardin. Le label reconnaît le parc comme un vrai potentiel, mais quand même avec des pratiques qui n'allaient pas pleinement dans les critères qu'impose l'écolabel. Donc de manière classique, aucun sol à nu, en mise en place de broyats issus de l'élagage de nos arbres. Pareil, le plan de gestion du patrimoine arboré, il est simple, c'est-à-dire qu'on met juste en défend et en sécurité les arbres existants. Et voilà, et on favorise bien évidemment la mise en place d'une végétation spontanée. Je disais pas de tonte. La seule tonte qu'on a sur le parc, c'est des moutons et des chèvres qui le font, à raison de 2 passages d'éco-pâturage par an, mettant alors leur passage au profit du sol du parc, d'améliorer la biodiversité, bien évidemment, avec un enrichissement du sol et un équilibre entre l'animal et le sol. Cette pratique d'éco-pâturage, on va la mettre de plus en plus sur la ville d'Aix-en-Provence, puisqu'en fait, on se rend compte qu'elle a une véritable portée. En fait, elle est riche de sens, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de faire de dessin pour que les gens comprennent pourquoi les moutons traversent la ville, puisque la première campagne d'éco-pâturage, on les a fait passer par le centre urbain, où tous les gens se sont arrêtés de vivre pour les prendre en photo et s'exclamer qu'ils étaient en ville. Donc voilà, on va le mettre de plus en plus en place, avec une réelle vocation d'enrichir les sols, d'enrichir la biodiversité dans les parcs, dans le tissu urbain, et surtout support d'éducation, puisqu'en fait on végétalise les cours d'école, on désimperméabilise les cours d'école, mais on invite aussi les scolaires à rentrer dans nos parcs avec ce qu'on appelle les aires éducatives terrestres, où les enfants deviennent de réels ambassadeurs sur nos parcs. C'est ce qu'on disait plus tôt, l'arrêt progressif de l'arrosage sur le parc, avec en 2018 3900 m3 utilisés pour l'arrosage, avec en 2022 800 m3. Il faut vraiment, c'est ce qui a été dit précédemment sur la ville de Rouen, il faut vraiment communiquer sur ces changements de pratique, puisque les administrés ne comprennent pas forcément, surtout que nous on a une problématique qui est autre qui est l'incendie. Donc voilà, on communique dessus. Et c'est ce que je vous disais un peu précédemment, on a mis en place ce qu'on appelle un parc urbain papillon, qui a été mis en place, qui a été
insufflé par Magali Deschamps-Cotin, qui est un laboratoire population-environnement sur la ville de Marseille, qui l'a mis en place sur Marseille et qui nous a invités à le mettre en place sur Aix. Donc on a bonnement trouvé l'idée de le mettre sur le parc Christine Bernard. En fait, le parc Christine Bernard, il est riche dans son patrimoine arboré, dans ses ronciers, dans sa strate arbustive. Et en fait, on se sert de ce parc urbain papillon qui fait 2000 m². C'est des massifs qu'on a mis en place aujourd'hui sur ce parc. C'est des massifs dits attractifs avec des plantes mellifères, etc. pour attirer les papillons et pour ensuite ils puissent venir y habiter, se reproduire, etc. Donc on essaie vraiment de développer cette faune et cette flore sur le parc Christine Bernard, avec bien évidemment un choix de palette végétale qui est méditerranéenne et qui est adaptée à nos sols. Enfin, il y a une réelle communication autour de ce label. Au début, c'était pas facile puisqu'on entendait les gens se plaindre que l'herbe était jaune, que l'herbe était trop haute, qu'on ne pouvait plus pratiquer le site comme ils avaient pour habitude de le pratiquer. Mais on a vraiment, par le biais de fêtes pour la nature, les fêtes du patrimoine, de communiquer sur ces nouvelles pratiques et espérer pouvoir reporter cette labellisation sur une autre tranche de l'arc. Et pourquoi pas avoir l'ambition de vouloir écolabelliser l'ensemble de la promenade de l'Arc, qui aurait alors une vraie portée que la ville d'Aix puisse profiter pleinement de tout ça. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci pour vos 2 interventions. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait plein de questions issues du chat. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Gilles Lecuir ou Jonathan Flandin pour nous en faire part et que vous puissiez y répondre. Oui, des questions. Une question pour la ville de Rouen. Vous avez parlé d'outils manuels pour la fauche. On vous demande de quel outil s'agit-il. Je pense le deviner, mais vous nous direz. Et puis, si on n'a pas d'écologue en interne, qui peut-on solliciter pour une étude de sol? C'est la deuxième question. Et enfin, la troisième, comment les usagers vivent-ils l'extinction nocturne? Et est-ce que vous avez des détecteurs de mouvement qui allumeraient les lampadaires lors de votre passage? Est-ce que vous avez fait des études pour choisir les chemins éclairés? Et encore, avez-vous fait une étude sur les chiroptères, les chauves-souris, dans ce parc? Ça vous fait beaucoup, hein? Alors, je répéterai un petit peu. Du coup, il y avait le matériel manuel utilisé pour la fauche, déjà. Et si on n'a pas d'écologue en interne, qui on peut solliciter pour faire des études de sol? Ok, alors, on m'entend bien? Oui. Du coup, pour la bêche, c'est ça, hein, je crois, pour bêcher ou pour la fauche? La fauche. La fauche. En fait, nous, on utilise une grande machine qui s'appelle une Amazone, donc qui va venir faucher et ramasser en même temps la fauche. Donc, il faut savoir que nous, à côté de ça, on a une zone expérimentale en partenariat avec l'Université de Rouen, donc l'UFR Sciences et Techniques. Et au bout de plusieurs années d'expérience, il est montré que pour les espèces végétales, le fait d'exporter directement après la fauche, c'est bénéfique pour plus de richesse végétale. Cependant, pour que ce soit bien pertinent, il faudra le corréler avec quand même les espèces animales, ce qui n'est pas encore le cas. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et donc pour l'instant, on est sur cette technique-là. L'autre question. Qui on peut solliciter pour des études de sol? Alors, en fait, tout simplement un bureau d'études. Donc, si on est en collectivité, on fait une étude. On demande à 3 bureaux d'études différents. Voilà, tout simplement des bureaux d'études spécialisés là-dedans. Et la dernière question, c'était sur l'éclairage nocturne, enfin l'extinction finalement. Quels sont les retours des usagers et comment vous avez réfléchi et les circulations et les modalités d'extinction? Dans un premier temps, excusez-moi, la clim, c'est. Dans un premier temps, on a fait une expérimentation sur un quartier à l'époque avec Françoise justement, parce que on l'a fait ensemble, et on a fait de la communication, mais aussi de la concertation avec les habitants. C'était pas simple parce que c'est un peu comme le loup par chez vous, hein.
il est victime de son histoire. La nuit fait peur, c'est comme ça. Hein. Il n'y a que pour Johnny Hallyday, visiblement que ce n'est pas le cas, mais en général, ça fait assez peur. Et donc, on s'est retrouvé avec tous les fantasmes possibles et imaginables dans un premier temps. Et puis, tout doucement, on s'est aperçu que les incivilités, par exemple, n'étaient pas forcément plus nombreuses, voire elles pouvaient même se réduire sur un certain nombre de choses, parce que c'était ça surtout la difficulté. Et les chiffres qui nous ont été donnés dernièrement en réunion avec les autorités préfectorales à Rouen montraient que les quartiers qui étaient éteints n'avaient pas plus de difficultés. Pour autant, on a eu un désaccord, moi et le maire, enfin je le dis, hein, je suis assez cash en général, parce que je pense qu'on a été un peu rapide dans un certain nombre de décisions ces derniers mois, et il faut toujours aller concerter, il faut toujours aller co-construire. J'ai eu l'occasion d'être l'adjoint à la concertation dans le mandat précédent, et j'avais créé les ateliers urbains de proximité où on construisait les projets de A à Z avec les habitants. Donc c'est toujours mieux d'aller discuter, débattre, co-construire, parce qu'après on fait tomber un certain nombre de préjugés. Pour autant, il y a encore des résistances à tuer. Alors moi, à mon avis, le principal problème, c'est l'état de nos voiries. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de mairies ici. On sait bien que les villes ne se sont pas enrichies ces dernières décennies, que les voiries sont à bout de souffle dans bien des cas, et que quand vous êtes piéton ou cycliste et que vous rentrez et qu'il fait nuit totale, là, l'accident, c'est plutôt ça, le risque. Donc, on doit être extrêmement vigilant sur la qualité de notre espace public quand on décide de faire ça. Par contre, au niveau de l'intérêt, il est évident, on a tous les chiffres le montrent, les premiers chiffres qui tombent montrent que la biodiversité se revient, se réintroduit, se consolide, et ça, c'était quand même l'objectif. Certains maires font l'erreur de communiquer en disant on fait des économies d'énergie. Tant mieux s'il y a des économies d'énergie. Elles ne sont pas essentielles parce qu'on est souvent passé au LED. Mais le premier sujet pour ça, c'est vraiment de maintenir, de renforcer, de voir revenir une biodiversité qui est en train de disparaître dans nos villes et un peu plus loin. Donc c'était absolument utile. Par contre, c'est un sujet qui reste, à mon avis, difficile, mais dans lequel quelques communes s'étaient engagées il y a 10 ans. Aujourd'hui, toutes les communes s'y engagent, donc c'est plus facile pour nous d'y aller ensemble parce que non seulement on a les retours d'expérience et en même temps on a une massification de collectivités qui décident de s'engager dans ce mouvement-là. Je vais juste faire un tout petit complément du point de vue de la biodiversité. Nous, sur la ville de Rouen, en 2022, du coup, on a lancé une étude justement qui regardait quand on éteint l'éclairage public, est-ce que la biodiversité revient? Donc on s'est intéressé à 3 taxons différents, les chauves-souris, les papillons de nuit et les oiseaux, donc les oiseaux qui chantent au matin, quoi. Et donc cette étude-là a montré beaucoup de retours positifs en globalité lorsqu'on est sur des quartiers éteints et qui sont corrélés à des zones qui ont été renaturées. On a des espèces patrimoniales qui reviennent et même des espèces protégées. Donc ça, c'est très positif. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou à distance? Alors, dans la salle, une ici. Bonjour, je travaille chez Veolia d'Île-de-France et on réalise aussi des études pollution lumineuse, mais on a du mal à mesurer, une fois les tests effectués sur toute une partie d'une usine, par exemple, sur est-ce que les espèces reviennent ou non. Alors on a un capteur, nous, sur la partie chauve-souris, chiroptère, savoir si ces espèces-là reviennent, mais du coup, vous, de votre côté, les mesures effectuées, c'était sur quelle espèce, avec quelle technologie et quels résultats? Alors du coup, si votre question c'est que sur les chiroptères, on a fait une étude de richesse spécifique, donc on a fait de l'écoute passive et de l'écoute active. Donc en fait, avec des bad box, on faisait des transects sur les zones qu'on voulait à des périodes définies. Donc où par exemple il y a le retour d'hivernation, la parturation, donc la période de reproduction et la mise bas, et ensuite le retour à l'hibernation. Et ça, c'est des périodes très clés pour les chauves-souris. Donc en fait, c'est pas qu'une mesure à un instant T où on va mesurer un individu, c'est vraiment sur tout un cycle biologique. Est-ce que l'espèce, elle est bien présente et est-ce qu'elle se reproduit sur cette zone-là? Donc dans ces cas-là, le mieux, je pense, c'est de réaliser ces écoutes-là qui sont des écoutes actives par transect, et aussi de faire de l'écoute passive en laissant une bad box scellée à un endroit précis. On la laisse le temps d'un cycle biologique et on revient la chercher à la fin pour évaluer les écoutes qui sont réalisées.
Donc ça, c'est pour les chauves-souris. Pour les autres aussi. Alors pour les papillons, on a fait aussi de la richesse spécifique. Donc c'était au moment des lunes noires. Donc pour les papillons, il faut savoir que les papillons vont se diriger avec l'attractivité lunaire. Donc déjà, si vous voulez étudier les papillons, il faut les étudier au moment des lunes noires. Donc on a pris 3 points d'échantillonnage et avec un grand drap blanc, on allait étudier en termes de richesse spécifique les papillons présents sur la zone, sur une période horaire donnée, et on restait toute la nuit à regarder le nombre de papillons qui venaient, les espèces, etc. Et donc pour les oiseaux, là c'était différent, c'était une étude un peu plus comportementale, donc notamment chez le mâle reproducteur, où on regardait en fait les différences entre les mâles au niveau des chants, des horaires de chant, etc. Et en termes de richesse spécifique, la reproduction, et tout ça a été mis en corrélation. Donc là, c'est une étude éthologique un peu plus poussée. Merci pour ces compléments et ces précisions. Je pense qu'ils seront très utiles. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Oui, il y en a une ici en bas. C'est concernant votre parc à Rouen. Jacqueline Hostier avait donc conçu dès son démarrage un éclairage dans le parc. Est-ce bien ça ou il n'y en a jamais eu? Parce que là, vous vous posez après les problématiques d'extinction de certaines zones. Ou est-ce que dès la conception, il n'y avait pas du tout d'éclairage? Parce que par exemple, à Versailles, on ne met aucun éclairage dans nos parcs et jardins, parce qu'on sait qu'on ne veut pas en avoir. Non, mais il y a plusieurs choses. Ce parc, quand il a été conçu, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années, je crois, un peu plus. Donc à cette époque-là, la question se posait moins, enfin pas de cette manière-là, il y avait des luminaires dans tous les parcs. Aujourd'hui, pratiquement tous quand même, parce que tout simplement, si les parcs sont ouverts au public, ils sont ouverts à des heures où parfois il fait nuit. Et l'idée, c'est que la lumière soit moins forte quand il y a du public et les éteindre complètement quand il n'y a plus de public. Mais nous, on a été plus loin. Par exemple, sur le parc, le Jardin des Plantes, qui est le plus grand parc de Rouen, le plus intéressant certainement, on a éteint la lumière dans tout le quartier, en réalité. C'est-à-dire que c'est un quartier qui représente à peu près 25% de la rive gauche, un peu plus peut-être, qui est complètement éteint la nuit. Et donc, ce n'est pas seulement le parc, mais l'ensemble du territoire. Parce que si vous éteignez un parc, mais que vous laissez tout le tour allumé, l'impact, il n'est pas extraordinaire. Donc, il faut aller au-delà. Aujourd'hui, on se pose la question sur nos parcs d'hyper-centre-ville. Et là, c'est plus compliqué parce que nos parcs d'hyper-centre-ville, ils sont aussi des lieux où il y a une vie extrêmement dense, y compris la nuit. On est une ville universitaire, hein, comme nos amis d'Aix. Donc, il y a quand même ce sujet-là. Et on a les associations aussi qui nous interrogent sur ces questions. Mais tout ce qui était fait il y a 15-20 ans était fait avec la lumière. Sur les quais bas rive gauche qui ont aussi été faits par elle, travaillés par elle, il y avait de l'éclairage qui était plus modeste, mais il y avait quand même de l'éclairage. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que soit on retire l'éclairage complètement quand c'est possible, soit on le baisse. On était hier soir en atelier de quartier de proximité sur un des quartiers très verts de Rouen, avec une trame bleue aussi, sur le Robec, c'est une rivière, et où les habitants nous avaient demandé on était d'accord, mais de baisser les mâts, par exemple, parce qu'on avait des mâts qui étaient très hauts, ils n'éclairaient pas réellement, on avait intérêt de voir, parce que c'est essentiellement une route qui sert aux cyclistes et aux piétons, et il n'y a pas de voitures qui passent ici, en tout cas, ils n'ont pas vraiment le droit. Et en réalité, la végétation était telle que ça éclairait vraiment que les branches, et donc les animaux, les insectes, notamment la nuit. Donc ça, on a baissé les mâts, et alors je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils s'allument et qu'ils s'éteignent en fonction de la... C'est pas encore le cas? Oui, c'est le cas. Oui, c'est ça. Voilà, en fonction de l'intensité. Et puis, à terme, on voudrait qu'ils s'éteignent tout le temps et qu'ils se rallument quand il y a un passage, par exemple, à partir d'une certaine heure. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'argent en termes d'investissement. Et puis, des travaux très lourds ont été faits il y a une quinzaine d'années sur notre éclairage public. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre le couvercle. Or, à l'époque, ça avait coûté de tête 100 millions d'euros, je crois, sur 20 ans. Donc, il faut expliquer aux contribuables qu'on va remettre à peine 20 ans après presque la même somme pour repenser tout l'éclairage. Ce n'est pas si simple que ça. Merci. Alors, une dernière question, je crois, qui vient du chat.
Une question pour la ville d'Aix. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails sur votre plan de communication auprès du public, s'il vous plaît? On travaille ce plan de communication avec la direction de la communication pour le coup, et avec nous en interne à la direction des espaces verts. On le met sous forme de panneaux à chaque fois qu'on fait une nouvelle intervention, que ce soit de la fauche tardive ou le passage de l'éco-pâturage. Et notamment sur le parc Christine Bernard, on a mis en place une communication fixe à l'entrée du parc, justement permettant d'illustrer tout le travail qui a été fait, notamment sur l'écolabellisation du parc. Voilà. Et moi, je rajouterais une dernière question pour vous. C'est de savoir comment les jardiniers se sont appropriés ces changements de pratique de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Nos jardiniers, ils ont d'abord été très surpris, puisqu'en fait, ça va un peu à l'encontre de toutes les manières d'entretenir les espaces verts qu'on leur imposait. Donc aujourd'hui, on les forme, ils assistent à des formations leur permettant de changer un peu leur regard, parce qu'en fait, ils avaient pour coutume de débroussailler un pied d'arbre, de ne pas laisser de l'herbe pousser. Et aujourd'hui, on leur demande de le faire, et donc du coup, il y a un petit décalage qui se fait, mais aujourd'hui, ils le comprennent facilement, et de toute façon, c'est une économie. Ça va pour la biodiversité, au profit de la biodiversité, au profit de la richesse de nos parcs, mais ça va aussi dans la rationalisation du temps, puisqu'en fait, les agents aujourd'hui ont moins besoin d'entretenir, d'y apporter un entretien important et intense, donc tout va bien en fait. Ils sont peut-être plus jeunes qu'autrefois. Alors, typiquement sur le parc Christine Bernard, ce sont 2 jeunes, oui. Et du coup, ils ont une pratique, ils comprennent facilement ce changement et cette évolution. Assurément, oui. Merci beaucoup. On peut remercier encore une fois et applaudir nos intervenants.